Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons dans cet entretien spécial. Ce numéro est consacré au Proche-Orient, à la situation qui évolue justement dans cette partie du monde. Et nous avons comme invité son Excellence, M. Hassan Asgari. Il est donc l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bien, bon. Merci beaucoup de nous avoir reçus justement pour cet entretien. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je le disais tantôt, nous allons essayer de voir l'évolution de la situation entre vraiment ce conflit qui oppose les États-Unis d'Amérique et le régime sioniste d'Israël, n'est-ce pas, à la République islamique d'Iran. Alors, Excellence, d'abord, comment évolue justement la situation? Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, permettez-moi de saluer le peuple sénégalais, les autorités et tous vos téléspectateurs qui sont en train d'écouter votre télévision. Permettez-moi aussi mes sincères salutations à toutes vos équipes qui vous ont accompagnés pour la réalisation de cette interview. Donc, avant de répondre à la première question qui est intitulée « La situation actuelle de la République islamique d'Iran », permettez-moi de commencer de vous porter certains points et d'expliquer ça à votre cher téléspectateur. Le 15 août qui est proche, disons dans 2 jours, marquera le 168e jour de l'agression de la République islamique d'Iran vis-à-vis des États-Unis et du régime sioniste. Donc je voudrais surtout souligner que les 168e jour coïncide aussi avec la mémoire de 168 anges, enfants et élèves tués à Minab, ainsi que le rappel de ce que nous considérons comme une violation des règles fondamentales des droits de la guerre par les États-Unis et le régime sioniste. 168 jours sont devenus le symbole de la résistance du peuple iranien, mais aussi de la persistance de ses souffrances, des destructions, des pertes humaines et des conséquences de cette guerre qui lui ont été imposées. 168 jours, c'est aussi une image condensée du coût humain et matériel de cette guerre injustice. Chers téléspectateurs, vous savez, 168 jours signifie aussi c'est le bombardement de 175 sites culturels et historiques en République islamique d'Iran, dont certains étaient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi, selon nous, une atteinte grave aux droits humains et aux violations des règles et normes fondamentales du droit international. Et sur le plan intérieur, nous sommes à peu près à une agression qui dure de 168 jours d'agression, mais sur le plan intérieur, bien que les pressions économiques exercées sur la population se soient accrues en raison des guerres de 2026 et des sanctions globales imposées par les États-Unis, fort heureusement, aucune pénurie majeure n'est ressentie dans le pays et la population continue de mener une vie normale et habituelle. Il ne fait aucun doute que les populations sont confrontées à certaines restrictions et difficultés. Un point particulièrement important est qu'après l'incapacité des États-Unis à vaincre la République islamique d'Iran, les deux parties se sont entrées dans des négociations et un accord
d'entente a été conclue au Pakistan. Malheureusement, les États-Unis ont une nouvelle fois violé les dispositions de cet accord et n'ont pas respecté leurs engagements. On pourrait donc résumer la situation actuelle de la manière suivante. Un État de ni guerre ni paix prévaut entre les deux parties. Celle-ci se trouve dans une situation de cessez-le-feu armé et fragile. La guerre à grande échelle a cessé, mais les sanctions, les pressions économiques, les divergences concernant le détroit d'Ormuz, la question nucléaire ainsi que les revendications réciproques demeurent. Si les États-Unis respectent leurs engagements au titre de l'accord conclu au Pakistan, il sera possible de passer progressivement de la situation de ni guerre ni paix à celle de ni guerre ni crise, puis à terme à la paix. Alors, nous allons justement, avant d'aborder justement cette question liée, n'est-ce pas, aux différents accords, voir aujourd'hui comment, donc, Excellence, expliquez-vous justement la longévité de ce conflit et qui a duré maintenant plusieurs mois. L'incapacité des États-Unis et du régime sioniste à vaincre l'Iran, alors qu'ils pensaient pouvoir contraindre l'Iran à se soumettre en moins d'une semaine, constitue l'un des principaux facteurs expliquant la prolongation de cette crise et de cette guerre. Vous savez, chers téléspectateurs, la République islamique d'Iran a toujours souligné qu'elle aspire à la paix, à la stabilité et à la sécurité régionale et internationale, et qu'elle n'a jamais recherché la confrontation ni la guerre. Toutefois, face à cette agression ou menace, elle exercera son droit légitime à la légitime défense, conformément à la Charte des Nations Unies, et se défendra et fera face à toute agression avec toutes ses capacités. Et les adversaires, les ennemis croient que la République islamique d'Iran est un pays très petit, un pays qui n'a pas de valeur, mais l'Iran est un pays qui a plusieurs fois un pays de millénaire doté d'une vaste capacité humaine, historique, économique et défensive. L'expérience des dernières décennies a démontré que la pression, les menaces et les sanctions n'ont pas conduit le peuple iranien à se soumettre. Au contraire, elles ont contribué à renforcer la cohésion nationale et à consolider la capacité et les potentialités internes du pays. Alors, Excellence, selon le président américain Donald Trump, c'est l'Iran qui aurait demandé, n'est-ce pas, de négocier sur le détroit d'Ormuz, ce que dément formellement, justement, la République islamique d'Iran. Qu'en est-il exactement? Le président des États-Unis, Donald Trump, il est en train de faire des jeux, une politique pour essayer de gagner l'opinion publique psychologique. Donc Donald Trump formule régulièrement des affirmations répétées, mais dépourvues de fondement, et cherche ainsi à modifier psychologiquement la situation en sa faveur. Aucune négociation avec les États-Unis n'a eu lieu concernant les détroits d'Ormuz. Les négociations bilatérales entre l'Iran et l'Oman sur cette question du détroit d'Ormuz se poursuit. Permettez-moi, puisque nous avons souligné la question du détroit d'Ormuz, d'éclairer deux points. Tout à fait. Le détroit d'Ormuz n'est pas une voie maritime internationale, mais se situe dans les eaux territoriales de la République islamique d'Iran. Donc, si nous prenons la position géographique de ce détroit d'Ormuz, ça se trouve entre la République islamique d'Iran et le sultanat d'Oman.
avant la guerre, il y avait la navigation était libre dans ce détroit d'Ormuz, mais lorsque les hostilités ont commencé, l'Iran se sent menacé. L'insécurité qui se trouve dans la région, raison pour laquelle il y a eu un peu une hostilité. Cependant, à la suite des récentes agressions des États-Unis et du régime sioniste qui ont directement menacé la sécurité de la République islamique d'Iran, nous accordons désormais plus cette autorisation aux pays hostiles. Donc la gestion par l'Iran de la sécurité du détroit d'Ormuz dans des conditions de guerre, alors que celle-ci a été utilisée comme un instrument de menace contre la sécurité ainsi que contre l'intégrité territoriale de la souveraineté de l'Iran est conforme aux droits internationaux. En période de cette guerre, le détroit d'Ormuz reste ouvert à tous les pays, à l'exception des États-Unis considérés comme parties hostiles, tels que les États-Unis, le régime sioniste et leur soutien. Les autres pays ne peuvent transiter qu'en coordination avec la République islamique d'Iran. Alors, ces négociations sont aussi en cours puisque les autorités iraniennes ont rencontré justement la République d'Oman justement pour négocier en ce qui concerne justement le détroit d'Ormuz. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui a été retenu? La République islamique d'Iran et les pays amis, qui est le sultanat d'Oman, sont des États riverains du détroit. Alors que plusieurs séries de négociations sont actuellement en cours entre les deux pays. Et les deux pays ont permis d'obtenir de bons résultats et les deux parties annonceront prochainement des nouvelles dispositions concernant ce détroit. Alors, mais en cas d'accord, justement, restons dans ce même chapitre. Aujourd'hui, pensez-vous que ces accords qui pourraient émaner, n'est-ce pas, de ces discussions avec Oman, pensez-vous que ces accords seraient respectés comme il le faut? L'origine est ce qui est à l'initiative de cet accord, c'est ce qui concerne, ce qui lie entre la République islamique d'Iran et le sultanat d'Oman. Donc tout accord ne peut être couronné de succès que si toutes les parties respectent leur engagement. Donc la République islamique d'Iran a toujours respecté ses engagements en attendant des autres parties qu'elles agissent également de la manière avec responsabilité. Donc tout ce qui est de cet accord, ça lie les deux pays à qui appartient le détroit d'Ormuz. Mais cela ne signifie pas que les autres pays aussi limitrophes de la République islamique d'Iran ne seront pas consultés. Ces pays aussi, après la signature du protocole ou bien du mémorandum d'entente entre l'Iran et l'Oman, les autres pays aussi seront consultés et on va travailler ensemble avec ces pays. Alors, le président américain parle également de dénucléarisation de l'Iran. Qu'en pensez-vous, n'est-ce pas, de ces affirmations du président Trump? Souvent, vous savez que le président de la République des États-Unis formule régulièrement des affirmations qui sont dépourvues de fondement et cherche ainsi à modifier psychologiquement des situations en sa faveur. Même la population américaine ne croit plus à ces paroles. Le président des États-Unis a parlé plus de 100 fois que je détruis toutes les installations nucléaires, les lance-roquettes, les sites de missiles de la République islamique d'Iran. Mais jusqu'à présent, il cherche à agresser la République islamique d'Iran. S'il avait même bombardé les sites nucléaires de la République islamique d'Iran, pourquoi alors, jusqu'à présent, en train de chercher à agresser, à s'attaquer
et aux infrastructures civiles de la République islamique d'Iran. Le prétexte d'agresser la République islamique d'Iran, ce sont ces affirmations mensongères, soit disant que la République islamique d'Iran est en train de chercher des bombes atomiques, ou bien l'Iran en train de chercher tout ce qui est un peu des conventions qu'il ne respecte pas. Mais jusqu'à présent, depuis ces agressions, il a dit qu'il a anéanti toutes ces installations. Alors, pourquoi jusqu'à présent en train de chercher à s'attaquer à la République? Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore d'accord avec les États-Unis d'Amérique. Donc, tout ce qui concerne le nucléaire, c'est des prétextes pour pouvoir entrer en guerre avec. Le programme nucléaire de la République islamique d'Iran est un programme à vocation civile. Donc, ce n'est pas un programme à vocation ni militaire. Et tout pays signataire de la convention du programme nucléaire doit détenir aussi ce qu'on appelle un programme nucléaire à vocation civile. Donc tous les autres pays aussi doivent respecter la République islamique d'Iran sur cette démarche aussi, et l'Iran ne reculera pas dans ces programmes nucléaires. Alors le président Trump, je vais rester avec lui puisqu'il avait annoncé donc, cette guerre, n'est-ce pas, en quelques jours. Mais qu'est-ce qui explique justement, ou alors quelle est la force, n'est-ce pas, de l'Iran à tenir pendant plusieurs mois, n'est-ce pas, de conflit contre les États-Unis, mais également contre le régime sioniste? Donc, on peut citer certaines capacités de la résistance du peuple iranien qui reposent sur certains facteurs que je veux citer, chers téléspectateurs. Le premier point, nous avons le courage de la défense déterminée par des forces armées de la République islamique d'Iran. Le deuxième point, c'est la diplomatie active et forte. Le troisième facteur aussi, c'est la présence et le soutien constant de la population jour et nuit au niveau des ronds-points, au niveau de tous les villes de la République islamique d'Iran pour soutenir le gouvernement, mais pour soutenir aussi l'armée. Le quatrième point, ou bien le quatrième facteur qui réside à cette résistance, c'est la cohésion intérieure et la volonté nationale de défendre l'indépendance et l'intégrité du territoire de la République islamique d'Iran. L'autre point aussi qui a permis à la République islamique d'Iran d'être victorieuse et de gagner ce combat, c'est la bonne gestion du gouvernement. Jusqu'à présent, à l'intérieur du pays, il n'y a pas de manquement ni de médicaments, des équipements, tout ce qui est les denrées alimentaires et les écoles en train de fonctionner, et le transport. Donc la bonne gestion du gouvernement aussi, ça joue un grand facteur, un rôle clé qui a permis à cette victoire. L'autre volet aussi qui est différent des autres pays ou bien des autres nations, vous savez, la République islamique d'Iran a eu un attachement à la culture du sacrifice. La culture du sacrifice aussi, mais nous avons aussi l'enseignement du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Imam Hussein, qui est l'enseignement de Karbala, de Ashura. Donc c'est l'enseignement du martyr à cause de la nation. Donc ça aussi, nous avons cette chance, et c'est ce qui est même à pousser à la République islamique d'Iran d'être en mesure de faire face à cette agression du régime sioniste et des États-Unis de l'Amérique. L'autre volet aussi, les États-Unis d'Amérique et le régime sioniste ont sous-estimé la défense et l'armée de la République islamique d'Iran. Et lorsqu'ils sont attaqués, ils ont agressé la République islamique d'Iran, c'est en ce moment qu'ils ont eu que les renseignements fournis par la CIA est contraire à la capacité militaire de la République islamique d'Iran aussi. Et tous ces facteurs ont contribué à la victoire de la République islamique d'Iran face aux États-Unis d'Amérique, mais aussi au régime sioniste. Oui, alors maintenant, vos relations avec vos alliés, je sais que dans ce conflit, vous avez la République islamique a des alliés. Aujourd'hui,
quelles sont vos relations avec vos alliés? La République islamique d'Iran entretient des relations étendues avec les différents pays sur les bases d'intérêt commun et de respect mutuel. Et vous savez, avant cette agression militaire, nous avons des relations constructives et des relations très bonnes entre les pays du Golfe Persique qui sont nos voisins. Et sont des pays aussi musulmans aussi. Donc c'est des pays avec qui nous avons une coopération sur les bases d'intérêt commun, mais aussi sur le respect mutuel, comme ça se passe un peu partout dans le monde. Vous savez, avec les pays du Golfe, les pays limitrophes, les États-Unis d'Amérique ont des bases militaires qui dans ces pays, et ces pays sont nos voisins aussi. Donc cela, ça va signifier une menace très dangereuse. Durant la guerre de 40 jours, les États-Unis d'Amérique n'ont pas pu utiliser les missiles sur leurs bateaux de guerre. Maintenant, c'est à travers leurs bases militaires qui se trouvent dans ces pays du Golfe qui a été utilisé pour mener des actions hostiles vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Avant la guerre, nous avions même averti les pays du Golfe que si une fois que les États-Unis d'Amérique utilisent leurs bases militaires pour s'attaquer à la République islamique d'Iran, nous aussi, on ne va pas s'attaquer à votre pays ou bien à vos infrastructures, mais on va riposter vis-à-vis avec une légitime défense à ces bases militaires. Donc ces pays sont des pays frères, c'est des pays musulmans, donc nous n'avons pas de problème avec le peuple de ces pays, mais le problème en est que voilà les bases militaires qui sont dans ces pays, et ces bases militaires viennent nous attaquer, et nous aussi on riposte à travers. Chers téléspectateurs, est-ce une personne normale, raisonnable, peut rester mains croisées pour dire que voilà, les attaques viennent des autres pays, donc nous aussi on va rester mains croisées sans riposter, s'attaquer à ces bases. Comme je viens de le dire, nous n'avons pas de problème avec les peuples de ces pays. Nous avons des problèmes avec les bases militaires qui se trouvent dans ces pays. Et c'est ces bases militaires que nous ciblons, que nous attaquons, que nous bombardons. Ce qui a été retenu durant cette agression, confrontation, c'est que les pays du Golfe ont compris que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas les protéger, et leur sécurité, ça ne dépend pas de ces pays, des États-Unis d'Amérique. Donc ils ont intérêt à revoir leur coopération militaire, mais à s'approcher avec l'Iran pour avoir une coopération de défense et de sécurité qui peuvent les mettre à l'abri, mais pas la défense des États-Unis d'Amérique qui peuvent les mettre à. Donc depuis la baisse de cette agression, nous étions témoins que même la présence des bases militaires des États-Unis dans les pays voisins commençait à chuter. Et nous avons vu que même en Irak, des bases militaires qui se trouvent en Irak commencent à être vides. Donc, ce qui est à retenir dans ce conflit, le pays voisin doit faire preuve d'une coopération mutuelle basée sur le respect mutuel, mais aussi avec qui nous partageons des intérêts communs. Oui. Et justement, Excellence, comment jugez-vous alors l'attitude de la communauté internationale, en commençant par les Nations Unies, dans ce conflit? Chers téléspectateurs, vous savez, la communauté internationale, en particulier l'Organisation des Nations Unies, a été créée dans le but de préserver la paix et la sécurité internationale et de faire respecter la justice internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. Mais aujourd'hui,
elle semble avoir perdu sa raison même d'être. Chers téléspectateurs, chers amis, vous voyez même dans cette crise, comme dans d'autres crises telles que à Gaza, en Palestine, il n'y a pas pris aucune mesure concrète et s'est trouvé sous l'influence et la domination des puissances fortes des autres pays. Et le cas de l'Ukraine aussi, nous voyons aussi les États, l'Organisation des Nations Unies n'a pas pu même arrêter cette guerre. L'attaque des États-Unis et du régime sioniste contre la République islamique d'Iran, tout comme les attaques du régime sioniste contre Gaza, constituent des violations flagrantes des droits internationaux. Donc les Nations Unies, qu'est-ce qu'ils ont fait durant ces agressions, que ce soit en République islamique d'Iran, que ce soit en Palestine, que ce soit dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand nous voyons le cas concret aujourd'hui avec plus de 170 000 martyrs en Palestine, des milliers de martyrs en République islamique d'Iran et d'autres pays aussi, le monde est en train d'évoluer. C'est comme nous sommes au niveau dans la forêt. Donc il n'y a même pas de loi à respecter. Les Nations Unies ne parviennent pas à maîtriser ces nations en conflit. Et récemment, nous avons vu avec la médiation d'Oman, mais surtout la médiation du Pakistan, c'est ces pays qui ont parvenu à faire une médiation pour un cessez-le-feu entre la République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique. Donc, on doute maintenant la crédibilité de ces institutions internationales vis-à-vis d'arrêter les conflits, mais de prévenir les crises internationales. Excellence, une toute dernière question. La République islamique d'Iran a posé un certain nombre de conditions aux États-Unis en ce qui concerne, n'est-ce pas, le contrôle du détroit d'Ormuz. Pensez-vous y aller jusqu'au bout de ces conditions? Vous savez que le général Mohsen Rezaï est de nouveau le président du Conseil de sécurité nationale après le martyre du docteur Larijani. La République islamique d'Iran n'a pas abandonné ses conditions concernant le détroit d'Ormuz, mais jour et jour est en train d'ajouter même des conditions pour la régulation du trafic maritime dans ce détroit d'Ormuz. Donc la première condition que l'Iran a mis sur la table, c'est que la gestion du détroit d'Ormuz doit impliquer seulement deux pays, l'Iran et le sultanat d'Oman. La deuxième condition aussi, c'est que les États-Unis doivent immédiatement arrêter l'embargo maritime qu'ils ont imposé vis-à-vis de la République. L'autre volet aussi, c'est de libérer tout ce qui est l'argent bloqué de la République islamique d'Iran dans les banques étrangères. L'autre condition imposée par la République islamique d'Iran, c'est que les États-Unis doivent enlever toutes les sanctions économiques et politiques imposées par la République islamique d'Iran. Ça aussi, ça fait partie de la réalité que l'Iran est en train d'imposer vis-à-vis du détroit d'Ormuz. Excellence, merci. Merci encore. Nous arrivons, mesdames et messieurs, au terme de cet entretien spécial que nous avions eu avec son Excellence, M. Hassan Asghari, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal. Merci et à très bientôt.